Dans cette séquence vidéo numéro 7, nous allons aborder le chapitre 9 sur la mécanique des milieux continus et nous allons en étudier les notions de contraintes pour arriver aux directions principales et aux notions de contraintes principales. Alors, rappelons les bases de la RDM qui dit que pour étudier les contraintes qui règnent à l'intérieur d'un solide, le principe consiste à partir de ce solide, soumis à des forces extérieures, ici représentées en rouge, nous faisons une section fictive, nous enlevons une partie de la poutre, et nous allons chercher à connaître quelles sont les contraintes, les liaisons qui règnent entre la partie A et la partie B du solide pour maintenir la partie gardée en équilibre. Et ce sont ces contraintes-là que l'on va chercher à identifier. Donc, c'est ce que l'on fait à chaque fois qu'on fait l'étude d'une poutre, on fait l'étude du torseur de cohésion qui consiste à imaginer une section fictive dans la poutre et à essayer de résumer par le torseur de cohésion les forces et les moments qui résument les liaisons qu'il y a entre la partie A et la partie B. Et à partir de ce torseur de cohésion, on remonte aux contraintes qui règnent dans la matière, que j'ai représentées ici par des petites flèches en noir, qui règnent dans la section fictive. Et ce sont ces contraintes-là que l'on va chercher à dimensionner, enfin, qui vont permettre de dimensionner la poutre. Alors, pour revenir à notre définition, si je garde uniquement la partie A et que je considère un point quelconque M de la section grand S, j'imagine une petite surface ds autour de ce point M et la normale petit n à cette surface-là. En ce point M règne un effort petit f, enfin pardon, df, et la définition de la contrainte au point M sur une facette de normale petit n, c'est la limite lorsque la surface tend vers 0 de la petite force associée à la surface divisée par la petite surface. Alors ce qu'il y a de particulier, enfin qu'il faut bien noter parce que c'est important pour ce chapitre-là, c'est que là, la normale n a l'air alignée avec x, mais elle peut être dans n'importe quelle direction de l'espace. C'est-à-dire que la petite face, la section fictive que l'on a fait ici dans une direction comme ça, elle pourrait très bien être une coupe dans un plan horizontal avec une facette qui serait tournée vers le bas ou inclinée comme ça avec une petite facette qui partirait vers en haut à gauche. Alors, première remarque, c'est que cette contrainte au point M sur une facette de normale quelconque petit n, si je regarde la contrainte sur une facette de normale opposée, toujours en ce point-là, et ben, la valeur de la contrainte est opposée. D'accord ? C'est ce que l'on appelle l'égalité de l'action et de la réaction. Alors, autre chose que l'on a déjà vu, c'est que le vecteur contrainte peut être décomposé en sa composante suivant la facette, suivant la normale à la facette. Donc, j'ai représenté ici le vecteur contrainte M sur une facette de normale petit n. Et bien, si je projette ce vecteur contrainte sur la direction de la normale à la facette, je vais retrouver sigma, la contrainte normale. Et si je projette le vecteur contrainte sur la facette, donc dans les deux autres directions, enfin sur le plan défini par les deux autres directions, j'ai le vecteur cisaillement, le vecteur contrainte tangentielle. Bon, et bien on a donc sigma, qui est le produit scalaire de la contrainte par la direction de la normale à la facette. Donc c'est un scalaire. Sigma est ce que l'on appelle la contrainte normale, et tau est le vecteur cisaillement. Sigma a une valeur algébrique qui est positive si on est dans le cas de l'attraction, ou négative dans le cas où on a de la compression. Alors maintenant,
si on associe les vecteurs unitaires IJK au point M, mais ces IJK sont alignés avec X, Y, Z, au niveau du point M, et qui correspondent à trois facettes perpendiculaires entre elles, puisqu'elles sont orientées suivant X, Y et Z. Donc trois petites facettes possibles dans trois directions IJK. On va voir comment on décompose ce vecteur contrainte. Les contraintes qui s'exercent sur ces facettes sont définies par les composantes dans le repère O, X, Y, Z de la façon suivante. Sur la facette de normale I, d'accord, celle qui est perpendiculaire à l'axe X, eh bien, le vecteur contrainte au point M considéré sur une facette de normale I a trois composantes dans le repère IJK. Sur I, eh bien, on a sigma, qu'on peut dire sigma XX, puisque c'est la contrainte sur une facette de normale X en projection sur X, plus les deux composantes du vecteur cisaillement sur J et sur K. Sur J, eh bien, on a le vecteur cisaillement sur une facette de normale X en projection sur Y, et dans la direction K, le vecteur cisaillement sur une facette de normale X en projection sur Z. De même, sur la facette de normale J, on va avoir la composante en projection sur J, c'est le vecteur normal, enfin contrainte normale, et les deux composantes du vecteur contrainte de cisaillement, contrainte tangentielle, qui sont taux YX et taux YZ, respectivement projetés sur X et sur Z. Bon, même raisonnement pour la facette de normale K. Remarque, si I, sur la facette de normale I, la contrainte normale est égale au produit scalaire, appelé sigma, produit scalaire de la contrainte par le vecteur unitaire dans la direction X. Et on l'appelle sigma XX, ou plus généralement on l'appelle sigma X, pour dire que c'est le vecteur normal sur la facette de normale X. Eh bien, le vecteur cisaillement est égal à taux, avec ses deux composantes, taux XY et taux XZ, respectivement en projection sur Y et sur Z, c'est-à-dire sur J et sur K. On rappelle le théorème de réciprocité des contraintes tangentielles qui dit que le vecteur contrainte taux YX est égal au vecteur contrainte taux XY. Également, taux XZ est égal à taux ZX, taux ZY est égal à taux YZ. Alors maintenant, intéressons-nous à des facettes dans une direction absolument quelconque autour du point considéré. On va considérer une direction qui n'est plus I, J ou K, mais qui est petit n, qui aurait dans le repère X, Y, Z, qui aurait trois composantes ABC. Donc, on va définir la contrainte au point P, on l'appelait M tout à l'heure, maintenant on l'appelle P, pourquoi pas, sur une facette de direction quelconque petit n. Le vecteur contrainte en P pour la direction petit n a pour composante, à trois composantes, grand X, grand Y et grand Z, dans le repère I, J, K. D'accord ? Je rappelle, ils ont trois composantes X, Y, Z, dans le repère IJK, mais c'est une contrainte dans une facette de normale quelconque définie par petit a, petit b, petit c. Eh bien, l'équation vectorielle
d'équilibre du domaine se traduit par la relation matricielle suivante. Les trois composantes grand I, grand Y et grand Z sont égales au produit de cette matrice-là, que l'on va appeler la matrice du tenseur des contraintes. D'accord, on appelle ça le tenseur des contraintes. Le produit de ce tenseur des contraintes par le vecteur dans la direction qui nous intéresse et qui a pour trois composantes ABC. Donc on retrouve sigma x, tau xy, tau xz, que l'on avait ici, sigma x, tau xy, tau xz, etc. pour les trois autres. Alors, en raison du théorème de réciprocité des contraintes, le tenseur des contraintes est symétrique, c'est-à-dire que tau xy est égal à tau yx, tau xz est égal à tau zx, et tau zy est égal à tau yz. Donc finalement, ce tenseur est défini par la connaissance, non pas de 9, mais de 6 composantes de la matrice. Et si on connaît les 6 composantes du tenseur des contraintes, eh bien on peut connaître les composantes du vecteur contrainte dans une direction quelconque, petit n, définie par ABC. C'est pour ça que la connaissance de ce tenseur est très intéressante. Alors, on a parlé de généralité dans une direction quelconque petit n, mais en fait, il existe des directions particulièrement intéressantes que l'on appelle grand N, qui va être définie grand N par ce que l'on appelle une direction principale du point P pour le tenseur des contraintes, qui existe si il existe un scalaire sigma tel que le cisaillement tau est nul. En effet, on peut trouver des directions de petit n qui optimisent l'état des contraintes au point considéré. Et notamment, ils sont optimisés de façon à annuler les contraintes de cisaillement. C'est-à-dire que dans notre tenseur qui est ici, on peut trouver des directions de ABC qui annulent tous les taux, et il va nous rester que du sigma x, sigma y et sigma z. Donc il est intéressant de connaître ces directions-là qui diagonalisent la matrice. Donc sigma est appelé contrainte principale en P, au point considéré, sur la facette de normale grand N. Voilà, donc dans cette direction très particulière grand N, eh bien, la contrainte est dite principale. Donc la matrice du tenseur des contraintes en un point P est symétrique. Il était déjà avant, mais alors s'il est diagonalisé, il est encore plus. On montre que le système linéaire ci-dessus admet 3 racines réelles, sigma 1, sigma 2, sigma 3, que l'on appelle les contraintes principales. Donc dans les directions principales règnent des contraintes principales. Alors elles sont particulièrement intéressantes, ces contraintes principales, parce que comme elles sont optimisées, eh bien, c'est bien sûr sur les valeurs maximales que l'on va chercher à dimensionner la structure, puisque c'est sur ces valeurs maximales qu'il y a le plus de risque de casse, que l'on va identifier le risque de rupture. Voilà, alors bien sûr les trois directions, grand N1, N2 et N3, sont orthogonales entre elles. Ainsi, le repère P, N1, N2, N3, dans ce repère-là, la matrice du tenseur est diagonale. D'accord ? Donc il suffira de diagonaliser le tenseur précédent pour qu'il prenne cette forme-là, pour trouver les contraintes principales et donc les directions principales. Voilà pour cette séquence vidéo numéro 7.